Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série des OroXENS. Aujourd'hui, on va changer un petit peu, on va faire un peu d'algèbre linéaire. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait d'algèbre linéaire sur la chaîne et je suis tombé sur un petit exercice que je trouve très sympa, qui est assez astucieux mais pas super long. Il y a très peu de il y a essentiellement pas du tout de calcul. Il y a des petits raisonnements à mettre en place et ça permet de réviser pas mal des petits trucs du cours sur les matrices symétriques et les matrices antisymétriques, notamment le théorème spectral par exemple dont on va avoir besoin. Cet exo, c'est le suivant. On cherche la dimension maximale d'un sous-espace vectoriel de Mn de R, donc c'est-à-dire des matrices à coefficients réels, formées uniquement de matrices diagonalisables. C'est-à-dire que on cherche à trouver un sous-espace vectoriel de Mn de R formé uniquement de matrices diagonalisables, donc diagonalisables dans Mn de R évidemment, et on cherche à maximiser la dimension d'un tel sous-espace. Donc ce qu'on cherche, en gros, c'est le nombre qu'on va appeler f de n. Donc évidemment, ça dépend de n, parce qu'on se place dans Mn de R. C'est le max des dimensions de V, où V, c'est un SEV de Mn de R formé de matrices diagonalisables, que je vais noter DZ dans toute la vidéo, parce que c'est un peu long sinon. Ok, donc bon, on cherche en gros à produire finalement des gros sous-espaces de Mn de Mn de R formés de matrices diagonalisables. Donc je vous ai teasé un petit peu dans le prologue de la vidéo qu'on allait avoir besoin d'Euclidien, et notamment du théorème spectral, et en fait le théorème spectral il nous donne déjà un très gros espace, un très gros sous-espace de Mn de R formé de matrices diagonalisables. Oui, puisque si on prend V qui est l'espace Sn de R des matrices à coefficients réels symétriques, donc c'est-à-dire égales à leur propre transposé, on a que le théorème spectral dit exactement que V est formé de matrices diagonalisables. Oui, puisque les matrices de Sn de R, donc c'est les matrices qui sont symétriques, le théorème spectral vous dit qu'une matrice symétrique est diagonalisable en base orthonormée. En l'occurrence, la base orthonormée, on s'en fout, on a juste besoin que ce soit diagonalisable, et ça nous suffit, donc ça nous dit que... alors évidemment, ici, Sn de R, c'est un sous-espace, parce que une somme de matrices symétriques, ça reste une matrice symétrique, et pareil pour la multiplication par un scalaire, et donc, on a que f de n va être supérieur ou égal à la dimension de Sn de R. Et la dimension de Sn de R, c'est un truc qui doit être dans votre cours, mais qui est facile à calculer si on s'en souvient plus. On cherche à construire une matrice symétrique. Comment on fait pour faire une matrice symétrique ? On choisit les coefficients ici dans tout le triangle. Donc ça, vous voyez qu'on a 1, plus 2, plus 3, etc., plus n choix, donc c'est-à-dire n fois n plus 1 choix. N fois n plus 1 sur 2 choix, pardon. Et ensuite, tout le reste est fixé par le fait que la matrice est symétrique. Donc la dimension de l'espace des matrices symétriques, c'est nn plus 1 sur 2. Et donc on a que f de n va être plus grand que la dimension de l'espace des matrices symétriques, c'est-à-dire nn plus 1 sur 2. Ok, donc là, à partir de là, une bonne intuition, ça pourrait être de penser que ça va être exactement nn plus 1 sur 2, la dimension maximale qu'on peut obtenir. Donc, ce qu'il faudrait montrer, on veut donc montrer que si V dans Mn de R est un sous-espace de matrices toutes diagonalisables, alors dans ce cas-là, on a que la dimension de V est plus petite que Nn plus 1 sur 2. Oui, puisqu'on a exhibé un espace de matrices diagonalisables qui a cette dimension-là, donc pour montrer que le max c'est bien ça, il faut montrer que tous les autres ils sont plus petits. Donc c'est ce qu'on va faire. On fixe V en sous-espace de Mn de R tel que toutes les matrices de V soient diagonalisables toujours dans Mn de R évidemment. Et alors dans ce cas-là, comment on va faire pour montrer que cet espace-là est petit ? En fait, on peut essayer de raisonner de manière un petit peu duale à ce qu'on a fait avec le sous-espace Sn de R. Ce que nous dit le théorème spectral, c'est que le sous-espace Sn de R, il est formé de matrices exclusivement diagonalisables.
Maintenant, si on prend son supplémentaire entre guillemets habituel ou canonique, c'est-à-dire les matrices antisymétriques, et ben vous savez que les matrices antisymétriques, on peut les diagonaliser dans Mn2C avec des valeurs propres imaginaires pures. Alors ça, je sais pas exactement si c'est au programme ou pas, mais de toute façon, on va pas en avoir besoin. Ce qu'il faut avoir en tête, ça va être juste que les matrices antisymétriques, on va pas pouvoir les diagonaliser dans Mn de R. Et donc, ce qu'on va montrer, on va montrer que V inter AN de R. Alors ici, AN de R, c'est les matrices telles que M transposé égale moins M. Donc c'est les matrices antisymétriques. On va montrer que cette intersection-là n'est pas vide, excusez-moi, est réduite à 0. Autrement dit, V et AN de R, ça va être des espaces qui vont être en somme directe. Donc c'est ce qu'on va montrer. Donc il suffit de montrer que la seule matrice de AN de R qui est diagonalisable est 0. Ah bah oui, parce que vous savez que V, c'est uniquement formé de matrices diagonalisables, donc si on a une matrice qui est dans l'intersection et qu'on sait que les matrices diagonalisables de AN de R, c'est juste la matrice nulle, bah on aura que cette intersection-là est réduite à 0. Donc on va montrer que la seule matrice de AN de R qui est diagonalisable sous-entendu évidemment dans R, c'est 0. Donc là, soit vous invoquez votre cours qui affirme que les valeurs propres des matrices antisymétriques, c'est des imaginaires purs. Ça, c'est un truc assez classique. Mais on peut aussi tout simplement le faire bêtement à la main. Hein. Donc, on fixe M dans AN de R une matrice diagonalisable. Et on veut montrer que M est nul. Alors, elle est diagonalisable toujours sous-entendu dans R, hein, donc on peut prendre lambda une valeur propre, et x un vecteur propre associé à lambda. Et maintenant, comme on a des matrices antisymétriques, bon, on va essayer de faire intervenir, on va essayer de faire intervenir des transposés. Donc faire intervenir des transposés, ça revient essentiellement à prendre des produits scalaires. Et donc le produit scalaire naturel qu'on peut prendre, c'est de regarder donc a fois x et de faire le produit scalaire de a fois x avec par exemple x. Et ce truc-là, bon, on sait que c'est donc égal à ax transposé fois x, hein, c'est le produit scalaire canonique sur Rn, et en utilisant les propriétés de la transposition, ça nous donne x fois a transposé x, mais maintenant a transposé c'est moins a, donc vous pouvez sortir un moins devant, et ici on se retrouve avec moins x fois ax. Pardon, x transposé, il y a des transposés ici que j'oublie, excusez-moi. Ok, et ce truc-là, bah, encore une fois, c'est le produit scalaire juste de x par ax, et on a toujours ce moins devant, et donc vous obtenez que, en réunissant ça avec ça, vous obtenez que le produit scalaire de ax avec x, c'est 0, mais vous savez aussi que le produit scalaire de ax avec x, ça va être le produit scalaire de lambda x avec x, c'est-à-dire lambda fois la norme de x au carré. Parce que x est un vecteur propre de a de valeur propre lambda. Et donc en réunissant ces deux choses-là, et le fait que x est un vecteur propre donc est non nul, vous obtenez que lambda est égal à 0. Donc finalement, toutes les valeurs propres de A sont nulles. Et là, évidemment, toutes les valeurs propres de A, c'est sous-entendu les valeurs propres réelles. Hein, puisque ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris lambda une valeur propre réelle, et donc x un vecteur propre réel, et ce qui nous a permis, et l'endroit où on a utilisé que tout ça c'était réel, c'est pour dire que la norme de x au carré était non nulle. Hein. Si x était un vecteur complexe, la somme des xi carrés, ça pourrait être nul sans pour autant que le vecteur x soit nul. Donc c'est ici qu'on utilise le fait que la valeur propre lambda est réelle. Okay, donc toutes les valeurs propres de A réelles sont nulles, et comme on a supposé que A est diagonalisable dans R,
Bon, bah, vous l'écrivez dans une base diagonalisée, ça vous fait des zéros sur la diagonale parce que les valeurs propres sont nulles, et des zéros partout ailleurs, donc ça vous fait la matrice nulle. Et donc vous avez que A est nul. Et donc ça vous dit que finalement toutes les matrices diagonalisables dans R de AN de R sont nulles. Enfin, autrement dit, il n'y a qu'une seule matrice diagonalisable dans AN de R, diagonalisable dans R, c'est la matrice nulle. Et donc ça vous dit bien que l'intersection de V, donc V c'était notre sous-espace de matrice diagonalisable dans R, l'intersection de V avec AN de R est forcément réduite à la matrice nulle. Et donc, une autre manière de dire ça, c'est que V et AN de R sont en somme directe, et le fait que V et AN de R sont en somme directe, ça implique évidemment des contraintes sur la dimension. On a une somme directe, donc vous savez que la dimension de la somme directe, ça va être égal à la somme des dimensions. Et la dimension d'un sous-espace de Mn de R, bah, c'est plus petit que la dimension de Mn de R qui est égale à n carré. La dimension de AN de R, c'est AN de R, c'est le supplémentaire habituel de Sn de R, donc ce truc-là, ça va être n carré moins la dimension de Sn de R, c'est-à-dire nn plus 1 sur 2. Et donc, en réarrangeant cette inégalité, vous obtenez que la dimension de V est plus petite que n plus 1 sur 2. Et donc ça, c'est vrai pour tout V, SEV de Mn de R de matrice toute diagonalisable. Donc, en passant au maximum des dimensions de ces SEV-là, vous obtenez que f de n est plus petit que nn plus 1 sur 2. Et donc finalement, comme on avait montré l'inégalité dans l'autre sens avec l'exemple de l'espace des matrices symétriques, on obtient donc que f de n, qui je vous le rappelle est le maximum des dimensions des sous-espaces de Mn de R de matrice diagonalisable, ce truc-là, c'est donc n plus 1 sur 2. Et ça conclut l'exercice. Alors, vous voyez qu'ici, on a quand même utilisé assez massivement la structure euclidienne de Mn de R, c'est-à-dire qu'on a utilisé des produits scalaires, on a utilisé des transpositions, c'est-à-dire en gros des adjoints, et donc ça repose quand même assez fortement sur l'existence d'un produit scalaire sur Mn de R. Cette chose-là, ça se complique un petit peu quand on passe dans C. Ce genre de raisonnement ne va pas fonctionner aussi bien. On pourrait avoir envie de dire que on peut faire le même raisonnement avec l'espace des matrices hermitiennes et l'espace des matrices anti-hermitiennes, en se plaçant dans C, mais là où il va falloir, donc je crois pas que ce soit au programme de prépa, mais en gros c'est l'analogue de l'adjoint pour un produit hermitien. Un produit hermitien, c'est plus la somme des xi au carré, enfin la somme des xi yi qu'on fait, mais c'est la somme des xi yi bar. Okay, de manière à ce que quand on prend x égale y, ce truc-là, ça vous donne la somme des xi carré et donc des modules des xi carré, donc ce truc-là soit nul seulement quand le vecteur x est nul. Donc, on pourrait avoir envie de faire la même chose en prenant l'espace des matrices hermitiennes et l'espace des matrices anti-hermitiennes, si vous connaissez ces termes-là, ce qui sont en gros les analogues des matrices symétriques et antisymétriques dans le cas des produits hermitiens. Mais le problème avec ça, c'est que c'est pas des sous-C espaces vectoriels. Ça va être des sous-R espaces vectoriels, mais pas des C espaces vectoriels, puisque quand on multiplie une matrice hermitienne par I, on obtient une matrice anti-hermitienne. Et donc, à cause de ça, les choses se compliquent beaucoup dans le cas où vous prenez le corps C, et si vous prenez K égale C, en fait, il y a un théorème qui est pas facile du tout, qui est beaucoup plus difficile que la démonstration qu'on a fait là, qui dit que cette fois-ci, le max des dimensions d'un sous-espace de Mn de C formé de matrices toutes diagonalisables dans C, sous-entendu, cette fois-ci, ça va plus être un truc de l'ordre de n carré comme ici, mais ça va juste être un truc de l'ordre de n, en fait ça va être égal à n, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est un théorème qui est beaucoup plus difficile. Voilà, c'est tout ce que je voulais raconter aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt.